C'est-à-dire qu'il y a des bandes dessinées éducatives, il y en a d'autres qui sont purement des bandes dessinées de distraction. Alors évidemment, je l'aime bien. C'est un moyen d'expression et qui ne vaut que par ce que l'on en fait. Il faut tout, il faut des héros, il faut des bistrots. C'est très vaste, vous savez, c'est comparable au cinéma, c'est comparable à la télévision. Vous allez voir, ça fait un bien fou et on apprend des trucs. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui s'appelle la BDCOP. Podcast où nous allons parler, donc BD, vous vous en doutez, mais nous allons aussi parler d'histoire en général. Alors pas l'histoire, le Moyen-Âge, la Renaissance, tout ça, non, faire des histoires. Parce que la BD c'est beaucoup de choses, beaucoup de médias qui s'entrechoquent également. Et on va avoir l'occasion de parler de ça. On commencera par la lecture du moment pour vous faire un peu le sommaire de ce qu'on va découvrir. Je vais vous faire une présentation d'une BD que j'ai lue récemment. Alors vous allez voir, c'est une BD célèbre qui n'est pas forcément sortie ultra récemment, mais c'était l'occasion d'en parler parce que pour ce premier épisode, je vais vous parler du tout dernier Astérix, l'Iris Blanc. C'est pas forcément ultra nouveau, mais voilà, on me l'a offert récemment et j'avais envie de partager mon avis. Et puis on parlera aussi, juste après, de cinéma et de BD. Ça s'appelle Des cinémas, vous découvrirez ce que c'est. Et en fin de podcast, je me lancerai un défi. Voilà, ça s'appelle le défi histoire. Le but, c'est de créer une histoire en tirant au sort tous les éléments qui constituent cette histoire. Le genre, l'époque, le type de perso principal. Donc vous restez jusqu'à la fin parce que ça va être plutôt sympa à faire et j'espère pouvoir vous surprendre un petit peu. Et là, on va démarrer avec ce qu'on a lu pour cette fois. Je vais lire tous les livres que Niki fait étudier à ses élèves et je vais récupérer mon ancien poste. Je vous épargne ces histoires de kebab assez puériles qu'on connaît par cœur. Putain, il va la con! Oh, j'adore! La lecture du jour, normalement, c'est censé être un truc d'actu, une œuvre sortie récemment, dont la lecture vous servira aussi de maître étalon dans celle que vous allez faire. Bon, à la base, effectivement, cette lecture, c'était de l'actu. On m'a offert cette BD, mais comme je mets 3 ans à écrire et à enregistrer, ça allait un peu moins. Pour ce premier podcast, je vais quand même m'attaquer à un incontournable de la fin d'année qu'on a eu, et qui reste un peu un incontournable de cette année, c'est l'Iris Blanc d'Astérix. Cours, Astérisque! Cours! Au 40e album quand même, Astérix c'est clairement un énorme incontournable. Alors on me l'a offert, oui, parce que quand vos proches savent que vous aimez la BD, quand ils n'y connaissent pas grand chose en BD, ils se disent souvent « on n'a qu'à lui offrir un Astérix, tout le monde aime, il va aimer ». Donc c'est parti pour la lecture de l'Iris Blanc que j'ai découvert et dont j'avais pas trop entendu parler. Après les derniers Astérix sont souvent un peu taillés en pièces, la meilleure chose pour se faire son avis c'est de le lire malgré tout. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Le pitch de départ de l'Iris Blanc, c'est toujours la loose pour César qui n'arrive toujours pas à se débarrasser de ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et César, il a tout essayé, militairement parlant, donc il se retrouve un peu sans solution. C'est là qu'un de ses conseillers qui s'appelle Vicevertus lui propose d'essayer sa méthode. Sa méthode, c'est l'Iris Blanc. En gros, une pensée positive dans toute situation qu'il va mettre en place d'abord sur les légionnaires, puis sur les Gaulois. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. En gros, Vicevertus, c'est le personnage de coach bien-être d'aujourd'hui transposé dans Astérix, et donc voilà le concept. C'est lui qui aurait fait ça? Oui, Mais il aurait fait ça pourquoi? Lire Astérix quand t'as grandi avec, ça demande de prendre une certaine distance. Parce que forcément, au début, j'ai un peu la curiosité dure du gars qui sait qu'il lit la suite d'un truc culte, mais pas fait par les mecs qui faisaient du culte. On place naturellement la barre haute vis-à-vis de ses souvenirs, pour ça j'y reviendrai plus tard. Je reviendrai. Donc là, je commence ma lecture, donc première chose, je trouve le dessin hyper bon, je dois même avouer que j'ai l'impression de lire du Uderzo au début. Alors je me suis pas replongé tout de suite dans d'autres Astérix, mais c'est le sentiment que j'avais, et au fur et à mesure des pages tournées, je me rends compte de la différence de style qui est pas abyssale et qui possède un petit caractère à soi tout en restant dans la succession de ses premiers auteurs. Donc franchement pour ça, que ce soit juste le casting du dessinateur qui dessinait déjà comme ça ou l'adaptation de celui-ci, je sais pas comment ça s'est passé, franchement c'est top et je dois reconnaître que ça m'a agréablement surpris. Je te demandais pas la lune. Et donc on rentre assez vite dans l'histoire, peut-être un peu trop, puisque le concept est posé en une page. Allez, je marche. Il y a quelques vannes dès le début, je retrouve mes petits, c'est l'ambiance d'Astérix que je connais, allez on y va, c'est pas mal. Et puis arrive le moment où Vicevertus va se confronter aux Gaulois. Je dis se confronter, mais il y va justement pour parler, pour faire des compliments, en utilisant sa méthode axée sur la gentillesse. Là vous êtes complètement abrutis, vous, hein? Je vous en prie, restez courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Là dedans, vous avez fait des ratures partout, vous avez tous salopé ma feuille! Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai un problème avec la place de Vicevertus dans cette histoire. Ce problème, c'est que, dans cette histoire, ma perception du méchant, et donc de Vicevertus, elle n'est pas très nette. Alors, nous, lecteurs, on sait que c'est le méchant. C'est le romain envoyé par César, blablabla, mais dans les faits, Vicevertus, il fait quoi ? Il est gentil avec tout le monde. Il conseille les gens pour manger mieux, pour se comporter plus poliment, pour essayer de s'accomplir dans ce qu'ils aiment. Alors peut-être que c'est fait, certes, avec une idée derrière la tête, mais ça amène tous les Gaulois du village
à être gentils et bienveillants entre eux. Pardon, mais ça c'est bien. C'est mon pote. Et tu dis pas autrement. Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite. Et c'est là où l'enjeu dramatique, appelons-le comme ça, commence à me sembler un peu louche. Parce qu'à ce moment de l'histoire, Astérix, Obélix et Panoramix, donc quand même le trio qu'on a eu l'habitude de suivre quand on était gamin, commence à se dire « Bon attends, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. » J'aime pas trop beaucoup ça. Parce que comme tout le monde devient tolérant, tout le monde devient mou, et donc c'est pas bien. Les Gaulois ne sont plus les querelleurs, picolards et bagarreurs qui se tapent sur la tronche à tout bout de champ. Alors bien sûr que ce sont des personnages caricaturaux, que c'est pas comme ça dans la vie, mais en fait le message que moi j'ai l'impression de lire, c'est si c'est pour que des bien-pensants tout faiblards viennent nous dire d'être gentils, fais chier Moi je veux pouvoir boire, gueuler et me taper si j'ai envie. Je m'en une bière aussi, s'il te plaît. Je rêve de soif, moi aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme l'impression que le gentil, c'était pas Astérix, et ça fait bizarre. J'aime pas trop beaucoup ça. Probablement pour équilibrer, ils ont fait de Vicevertus quelqu'un qui est en fait assez susceptible, un pseudo-positif à toute épreuve. Donc en fait le personnage est capable de péter un plomb et de larguer toute sa pensée positive dès qu'on le contredit. Achète des cotons-tiges alors. Il te demande pour la deuxième, la dernière fois, tu peux pas sortir le téléphone à ta paufiasse. Bon, je vais pas aller plus loin dans l'histoire pour que vous soyez libre de la découvrir par vous-même, mais je me rends bien compte que jusque-là, j'ai pas été hyper sympa avec l'Iris Blanc. J'ai le sentiment d'avoir été juste, mais à la fin de ma lecture, je me suis dit... Est-ce que tu l'es vraiment juste ? Est-ce que tu n'idéalises pas les lectures que tu as pu avoir d'Astérix quand tu étais petit ? Est-ce que ça biaise pas ton point de vue ? Est-ce que tu n'es pas trop dur avec cet ouvrage alors qu'en fait il est pas si mal ? T'as répété ce speech, avoue-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, t'as été génial. Donc je me suis livré à une petite expérience. Je me suis dit, je vais prendre le meilleur des Astérix de Goscinny et Uderzo. Celui genre qui fait consensus comme étant l'un des meilleurs. Ça aussi c'est subjectif, mais bon, je vais essayer de voir comme ça. Je le relis et je vois si en fait c'est juste moi qui ai vieilli, que je vois plus les Astérix comme ils étaient, et que finalement le problème vient entre guillemets de moi et non pas de l'Iris Blanc. J'ai passé l'âge de ces conneries. Et donc après quelques recherches, j'ai fait mon choix. Mon choix il s'est porté sur Astérix et Cléopâtre, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur album de Goscinny et Uderzo. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Je vous refais pas le scénario. En gros, Astérix finit par aller aider Cléopâtre qui doit construire un palais parce que César lui a lancé un défi, exact ça. Bon, je lis le truc d'une traite et on va pas tourner autour du pot. En fait, c'est toujours une tuerie, le truc. C'est d'une justesse incroyable, c'est drôle, c'est équilibré. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je pourrais faire des louanges pendant des heures tellement ça déchire. Ça n'a pas pris une ride et ça, c'est quand même assez incroyable. Et en lisant Cléopâtre, je me rends compte de beaucoup de choses qui me gênent dans l'Iris Blanc. Forcément, la comparaison ne rend pas justice au tout dernier sorti. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, pas mal. Hein ? Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous avez tous trouvé comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Donc après, attention, je comprends bien à quel point c'est dur de passer après un tel monstre sacré, parce qu'en même temps, c'est vrai que je prends le plus costaud, c'est pas simple d'être en comparaison avec ça, mais justement, c'est ça le défi normalement. Et l'impression que j'ai eue, alors voilà, ce n'est que mon avis, je vous le partage, c'est que Fab Caro, donc le scénariste, a voulu transfigurer une situation actuelle dans Astérix, ce qui était d'ailleurs une des marques de fabrique de la BD à la base, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de maladresse. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à m'y retrouver. Dans l'Iris Blanc, moi, j'ai compris le truc en mode faut pas devenir gentil, ça nous rend faible face aux Romains. Bah non, mec, tu peux être gentil sans pour autant être faible, tu peux être gentil avec les autres, tu peux t'affirmer correctement. Et ce qui devait probablement être une critique due, attention à ne pas tout accepter sans esprit critique, sinon on en devient transparent. Est-ce que tu le vois ? Je le vois. Finit par devenir attention à pas être trop gentil et tolérant, parce que si on n'est pas un gros bourrin, on va se faire marcher dessus. Message qui me touche pas forcément. Et donc dans Astérix et Cléopâtre, justement, Astérix, il est gentil, il est curieux, il est tolérant, on l'aime pour ça, alors que dans l'Iris Blanc, il y a des moments, je l'aimais pas, Astérix. Et ça, quand même, quand on a grandi avec, c'est pas dingue. Astérix. Rix. Risque. Rix, en fait. Risque, moi. À l'inverse, et je le dis quand même parce qu'il faut le souligner, pour le coup, dans l'Iris Blanc, Obélix est plutôt bien écrit. Assez drôle avec des gags qui marchent bien, mais parce que c'est toujours lui qui est un peu... bas du front, entre guillemets, c'était un peu son rôle. Donc au final, voilà, j'ai pas été transporté par ce dernier Astérix, avis que je vous partage, mais qui n'est que mon avis, et je vous encourage à aller vous faire le vôtre, parce que c'est important, parce que ça reste un Astérix, et parce qu'on n'oublie pas, l'important, ça reste quand même de lire. Ça fait très longtemps que j'entends dire que c'est le meilleur film du monde, alors je me dis... Merde. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Qui dit que c'est le meilleur film du monde ? Je suis content. Deuxième étape dans la BD COP, un rendez-vous qu'on fera à chaque fois.
parce que j'ai aussi envie de m'intéresser à un autre art, souvent en lien avec la BD, et que j'aime beaucoup, en l'occurrence le cinéma. Pourquoi ? Alors, d'une part parce que c'est un plaisir personnel, tout simplement, et puis parce que souvent, l'un est un peu la résultante de l'autre, et parfois vice-versa. Des adaptations de BD en film, ou un peu plus rare des films adaptés ou développés en BD, eh bien voilà ce que l'on va traiter dans le Décinéma, que je vous partagerai à chaque numéro de la BD COP. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler non pas d'un film, mais d'une trilogie de films. Et cette trilogie, ça s'appelle Crows Zero. La jeunesse ne dure pas éternellement. C'est un moment précieux. Alors je vous conseille d'en faire vos Ici à Suzuran, si on veut devenir quelqu'un, c'est par la force qu'on y arrive. Par la force et rien d'autre. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Serizawa? Le tokadik, ce n'est rien du tout. Tant mieux. T'es jamais vu au lycée? C'est normal, je viens d'arriver. C'est toi, Serizawa? Tamao? En personne. Genji! Oh, Suzuran! Zero, ça raconte l'histoire de lycéens au Japon, mais des lycéens un peu spéciaux, dans le sens où toi, quand tu vas au lycée, tu vas poursuivre tes cours d'histoire, de maths, de français. Dans Crows, les lycéens qu'on suit, ils intègrent leur établissement dans le but d'abord de devenir le gars le plus balèze du coin à la bagarre. Et nous, on va suivre plus spécifiquement ce qui se passe dans le pire lycée du pays, qui s'appelle le lycée Suzuran, dont les lycéens sont surnommés les corbeaux, les crows, à cause de leur uniforme entièrement noir. Voilà, c'est de là que vient le titre. Donc avant de vous parler un peu plus de l'histoire, parlons de la BD, de l'histoire du film, j'entends, de laquelle est tirée cette histoire, ou plutôt le manga. Donc ce manga s'appelle Crows aussi, il a été réalisé par Hiroshi Takahashi, et il nous raconte justement ce qu'il se passe au lycée Suzuran et nous fait vivre les aventures de différents élèves qui ont pour but de devenir le seul et unique chef du lycée Suzuran, chose qui n'est jamais arrivée tant le lieu regroupe les pires délinquants du pays et surtout les bagarreurs les plus balèzes. C'est le bahut le plus craignos de tout le pays, l'école des corbeaux. Il veut écraser les autres et devenir le caïd du lycée, voilà pourquoi il l'a choisi. Avant de continuer, petit point d'histoire éditoriale et personnelle. Crows, en fait, c'est le premier cycle de l'histoire des bagarreurs de Suzuran, mais j'ai découvert cet univers avec la série qui arrivait après. Cette série, c'est Worst. Elle raconte aussi la vie de lycéens qui veulent devenir les plus forts à Suzuran, mais qui se concentre cette fois, cette série, sur une autre génération, donc qui arrive après. Elle a été publiée en France, et c'était pas entièrement. Et à l'époque, j'avais eu un vrai coup de cœur pour cette histoire de racaille au grand cœur et au grand principe, pour qui la force, mais aussi l'amitié et l'honneur étaient très importants. Parce que oui, on suit des gars pas forcément très recommandables, pour qui le lycée et les études, clairement c'est secondaire, mais dans la culture japonaise, le jeune délinquant, c'est pas juste une racaille qui fout le boxon, ça peut aussi être un symbole de l'envie de liberté des jeunes générations. Et les personnages savent que leur vie d'adulte va être enfermée dans un carcan. Ils le disent souvent d'ailleurs dans tous les cycles d'Hiroshi Takahashi, alors je pense que lui il le dit aussi. Ils veulent profiter de leur jeunesse au maximum et profiter de leur liberté au maximum aussi. Genji, désolé, mais on n'a pas le temps de s'occuper de toi. Si tu veux vraiment te mesurer à Serizawa, essaie déjà de te faire Rindaman, il est en seconde. Rindaman? Comment ça, mec? Après, repasse voir Serizawa. On fait comme ça? Je t'écoute pour cette fois. Ça, c'est ce qu'on appelle les furios. Et justement, le genre manga furio qui leur est dédié fait souvent de ces jeunes des genres de samouraïs des temps modernes qui cherchent à prouver leur force, mais qui ont souvent un code moral, un code d'honneur exacerbé. Alors pas tous, mais en général, ceux qu'on suit, ça reste des gentils, en fait. Bon alors, les copines, vous vous croyez dans un salon de thé ou quoi?
On n'a pas que ça à foutre, nous. Et pour vous faire part de mon expérience personnelle, quand j'ai lu Worst pour la première fois, j'avais été un peu perdu. D'une part parce que le chara-design de Takahashi, c'est pas ce qu'il y a de plus original dans la création. Parfois, vous avez deux personnages qui se ressemblent énormément, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le même visage et il n'y a que la coupe des cheveux qui les différencie. Donc, faut vous raccrocher aussi aux noms, sauf que les noms, c'est tous des noms japonais. Donc, au début, il y en a vraiment énormément. On est un peu paumé. Mais l'ambiance, en fait, m'a chopé tout de suite. Et en lisant et en m'immergeant dans l'univers, j'ai fini par m'y habituer. Et je suis littéralement tombé dedans. Tu vas avoir une petite leçon gratos. Regarde et prends-en de la graine. Donc, dans la chronologie, vous avez le manga Crows, puis vous avez le manga Worst, et les films dont je vous parle, Crows Zero, ils se déroulent avant Crows et donc avant tous les mangas. Combattre à 1 contre 100. Contre des nazes comme vous, ça me fait rire. Alors honnêtement, quand j'ai vu qu'un film allait adapter l'univers, j'ai pas forcément été rassuré. Pourquoi ? Parce que les adaptations de manga en live, c'est pas toujours franchement une réussite. Et quand j'ai appris en plus qui allait réaliser le film, j'ai été tout autant partagé. Et là, il faut qu'on parle de Takeshi Miike. Ah, mes félicitations, maestro. Takeshi Miike, c'est un réalisateur assez prolifique, un stakhanoviste du cinéma japonais. C'est pas rare que le gars te fasse 3-4 films dans une année, en mode c'est son rythme de croisière, juste pour que vous vous rendiez compte. En général, déjà quand un réalisateur sort un film par an, c'est un rythme de dingue. Donc lui, c'est un peu un truc de fou. Des fois, il est même passé à 5 ou 6, c'est vous dire. Et justement, quand tu réalises autant, tout n'est pas forcément au niveau max, surtout que le gars est pas mal spécialisé dans l'adaptation d'animés en live. Et pas toujours pour donner des trucs sensationnels. En même temps, il bosse pas toujours non plus avec des gros budgets. Enfin, on va en reparler. Mais par contre, le gars est aussi capable de vous sortir des chefs-d'œuvre. Et donc, parmi mes films asiatiques préférés, il y en a une paire de Papa Miike. Donc, voilà, il y a des choses quand même plutôt pas mal. Au rang de ses œuvres incontournables et marquantes, pour vous en citer quelques-unes, on retrouve par exemple Ichi the Killer, la trilogie Dead or Alive, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est une histoire de Yakuza. Et puis lorsqu'on parle de Takeshi Miike, je me permets aussi de vous parler et de partager mon film préféré du réalisateur qui s'appelle Sukiyaki Western Django. Cette fois, la victoire est pour nous. Le titre donne un petit indice sur le genre parce qu'il s'agit d'un western. Donc là, l'histoire. Un cavalier sans nom arrive dans une ville où deux clans, celui des Genji et celui des Heike, les blancs et les rouges, s'affrontent. Les deux clans se battent pour un trésor et l'aventurier va devoir choisir son camp. Lequel de vos gangs ça intéresse? Je prends 1/3 de la récompense. Et s'il n'y a pas de trésor, je suis pas payé. Ce mec a du cœur. Et la paire de couilles qui va avec. Non! Rejoins les rouges! On va te filer plus qu'1/3! Avec nous, t'auras la moitié! La moitié? On te laissera tout! Seulement, tu nous passes un contrat à vie. Je crois pas que ça m'intéresse. Je reste jamais très longtemps au même endroit. C'est un super western qui se passe dans un village japonais. En plus, anecdote intéressante, dans le film, il y a un acteur qui s'appelle Quentin Tarantino qui joue un rôle et c'est le tournage dans Sukiyaki Western Django qui lui a donné l'envie et l'idée de tourner un autre film qu'il a fait plus tard, un certain Django Unchained. Vous voyez, le film, il a quand même une petite importance et une certaine qualité. Je me présente, Dr. King Schultz. Tout comme vous, Marshall, je suis auxiliaire de justice. L'homme qui gît dans la boue et que vos braves concitoyens de Daughtry ont jugé bon d'élire comme shérif se faisait appeler Bill Sharp, alors que c'était en réalité un hors-la-loi dénommé Willard Peck. En d'autres termes, Marshall, vous me devez $200. Et un super film qui permet de vous parler de quelque chose d'important au sujet de Takeshi Miike, qui est son style. Parce qu'il a un style qui peut désarçonner pas mal de monde. Ce qu'il aime bien faire, c'est surprendre. Et comme il est capable de partir dans tous les sens, mais aussi de faire preuve d'un classicisme ultra rigoureux, et quand il passe de l'un à l'autre, attendez-vous à être sacrément surpris. D'ailleurs, bien souvent, il aime bien superposer ça avec un mélange des genres. On a plein de feuilles du millefeuille Takeshi Miike. Par exemple, dans Sukiyaki Western Django, il mélange le western avec le film de samouraï. Dans l'un de ses autres films cultes, Audition, alors là, ce qui est particulier, c'est que je ne peux pas vous dire ce qu'il mélange, parce que ça gâcherait votre vision du long métrage, mais il prend deux genres aux antipodes et il les met ensemble. Tout ça pour dire que les films de Takeshi Miike, ils sont toujours maîtrisés en fait, mais parfois c'est une maîtrise qui peut désarçonner, parce que c'est pas ce à quoi on s'attend. Et donc, comme je vous le disais, dernière couche du millefeuille Miike, il aime bien les films de commande. C'est un exercice qu'il aime bien. Il fait beaucoup de ce qu'on appelle de V-cinéma, c'est-à-dire que c'est des films au
Japon qui sortent directement en vidéo, qui demandent peu de budget. Ça peut arriver qu'ils fassent des trucs d'anime comme ça. Et du coup, voilà, on a une patine, parfois une ambiance ultra barrée, pas très abordable, voire parfois, moi que j'ai trouvé sur certains films que j'ai vu de lui, un peu raté. Et là, je crois que tu pousses un peu. Ils ont tous fini à l'hôpital, je te dis. Il a signé par exemple l'adaptation live du manga Terraform Mars. Un manga qui raconte comment des humains dont l'ADN a été couplé à des animaux vont aller sur Mars combattre des cafards mutants. Alors le manga de base c'est de la SF assez bourrine, mais le film, autant vous dire que visuellement c'est très kitsch. Je pense qu'on en reparlera parce qu'on peut pas passer à côté. Et c'est tout ça l'ambivalence avec Mickey, c'est-à-dire qu'il y va pas toujours avec le dos de la cuillère sur les effets gore et le loufoque. Ce qui fait que la frontière entre le style et le kitsch, elle est souvent assez ténue avec lui. C'est pour ça que quand je tombe sur l'info pour revenir un peu où j'en étais au début, Takeshi Miike va réaliser l'adaptation live de Crows. Je suis partagé parce que je sais que c'est un super réalisateur, il peut vraiment amener sa vision et en même temps, s'il amène trop de sa vision, ça va, pour le dire gentiment, peut-être dénaturer un peu l'œuvre que j'aime et amener un truc pas terrible. Donc Crow Zero, revenons-en au film, c'est quoi ? Ça raconte l'histoire de Genji qui vient juste d'être transféré à Suzuran. Il est joué par Shunoguri, un acteur que j'aime beaucoup. Et Genji, c'est un gros show de la baston. En plus, son daron, il est Yakuza, donc il veut devenir le premier élève à conquérir Suzuran. Il monte sa faction, il recrute des gars, etc. etc. Genji! Oh non! Genji! 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 Qu'est-ce que tu viens de faire? Explique-moi pourquoi tu t'es allié avec lui. Ne me dis pas qu'il t'a arrangé un coup avec une fille. C'est le genre de choses qui peut pas s'expliquer. Même si je voulais, j'y arriverai pas. Je vais vous charger d'une commission. Quand il se réveillera, vous lui direz que demain, je lui apprendrai le lancer de fléchettes. Il y a eu 2 films donc après Crow Zero, donc c'est une trilogie. Moi, je vais vous parler que des 2 premiers que j'ai vus. Dans le premier, en gros, ce sont les luttes internes à Suzuran, et dans le second, le lycée Suzuran va affronter un autre lycée plein de furios, le lycée Usen. Parce que voilà, dans la ville où il se trouve, certes, Suzuran, c'est genre un endroit bien tendu, mais il y en a d'autres aussi qui sont parfois tout aussi balèzes. Vous croyez qu'on va vous laisser massacrer notre chef sans rien faire? Donc, petit truc à rajouter avec Takeshi Miike, je vous ai parlé de son côté outrancier, loufoque. C'est vrai qu'il aime bien appuyer là-dessus, c'est sa marque de fabrique. Mais étonnamment, donc, je vous l'ai dit un petit peu, mais je réappuie là-dessus, il est aussi capable de faire preuve d'un grand classicisme. Et parfois, c'est assez bluffant. Il a fait pas mal de films de samouraï d'ailleurs. Et honnêtement, c'est plutôt ça qui le caractérise dans Crow Zero 1 et 2. Même s'il rajoute toujours une petite scène un peu barrée par-ci par-là pour signer son style. Et globalement, franchement, j'adore ces 2 films parce que j'y retrouve vraiment l'ambiance du manga. D'ailleurs, je vous conseille vraiment les 2. En plus, vous pouvez voir le film et lire le manga, ou inversement, ça pose pas de problème, puisque en fait, l'un se passe après l'autre. Ils ont quand même un certain lien, puisque des noms sont cités. Enfin voilà, il y a une généalogie qui se crée, mais il n'y a pas d'obligation de lire ou de regarder l'un avec l'autre. En plus, un truc que j'aime beaucoup dans ces longs métrages qui mettent en scène des lycéens, déjà, à la différence de beaucoup de dramas japonais, de beaucoup de séries, ils n'utilisent pas pour jouer ces personnages que des énormes beaux gosses. Genre des idoles issues de boys band. Alors j'ai rien contre eux, mais c'est juste que dans le manga, il y a des tronches, c'est-à-dire que ils sont pas tous beaux gosses, quoi. Il y a un paquet de moches, ils ont des cicatrices partout, on sent qu'ils se tapent régulièrement. Et dans les films, on retrouve donc déjà le côté un peu loser des types, ils sont pas parfaits partout, ils ont souvent beaucoup de mal avec les nanas, ils rentrent pas dans le carcan physique habituel, c'est pas tous des gravures de mode, il y a du beau gosse, mais l'équilibre est pas mal, voilà. Et puisqu'on parle des personnages, autre chose que j'aime vraiment, il y a beaucoup de valeurs assez touchantes dans le manga comme dans le film, c'est aussi une des caractéristiques du genre Furio, et on comprend assez vite que même s'ils passent leur temps à se maraver la tête, le plus important pour ces gars-là, c'est pas la force, mais c'est l'amitié, la solidarité, l'honneur. Ils sont prêts à prendre cher pour ça, sans se soucier des conséquences. Il y a des ambiances très cool, des persos ultra charismatiques, que ce soit dans le manga ou dans les films. Pour le film, c'est super bien filmé. Mickey, c'est pas un manchot, c'est pas une souris non plus. Fallait bien que je la fasse à un moment. Fais pas de cinéma, je sais que mes coups te font rien du tout. Et en matière de coups, j'en connais un rayon. J'en ai reçu plus d'un, tu peux me croire. Et en plus, les 2 films finissent en climax avec 2 énormes bastons. Enfin voilà, et vraiment les scènes de combat sont maîtrisées. Donc si vous êtes attiré par le genre Furio, ou même si vous ne le connaissez pas du tout, mais que ça pourrait vous titiller, vous aimez les mangas où ça cogne, je vous conseille l'Hiroshi Takahashi Verse, avec Crow Zero le premier et le second en plus. Alors il y a un 3e Crows Explode. Celui-là il est pas réalisé par Takeshi Miike, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut, mais il a l'air quand même un peu moins bien. Donc voilà, j'avais vu que la bande-annonce ça m'avait pas transporté justement. Et puis donc Crows, le manga d'Hiroshi Takahashi, donc là ce sera
sera son premier d'ailleurs. Le style a un peu vieilli, je préfère vous prévenir. Si vous vous lancez là-dedans, ça passe, mais voilà, vous ne serez pas étonnés. Et puis Worth qui raconte une nouvelle génération qui est finie en plus, donc ça c'est plutôt cool. Alors il y a plein d'autres mangas qu'il a fait, toujours un peu dans l'esprit Furio. Mais voilà, un des cinémas de baston qui fait plaisir aujourd'hui. Alors je sais pas si ce sera toujours le cas, parfois peut-être qu'on tombera sur des films un peu moins bons, mais en tout cas bien cool à lire et voir sans modération, comme les films de Takeshi Miike. On est de plus en plus créatifs, tu sais, on renouvelle la vie, on tente d'être inventif pour plus kiffer, tu vois. La vache. C'est peut-être beaucoup. Ah ouais, non. Il y en a pas un qui va se dire soyons positifs, écrivons une fin heureuse à l'histoire. Et toujours pour finir la BD COP, autre rendez-vous que je vous proposerai aussi à chaque édition, c'est le défi histoire. Parce que j'aime bien autant lire et découvrir des histoires qu'en faire. Donc je vais à chaque fois me lancer un défi. Je vais tirer au sort les éléments qui constituent l'histoire et puis je vais en écrire une. Sortir un dessin aussi, c'est l'objectif parce que j'aime bien dessiner. Et parce que j'aime bien allier l'utile à l'agréable, je me fendrai d'une illustration sur l'histoire que vous pourrez retrouver sur mon compte TikTok qui s'appelle Le Canari Vert. Donc je mettrai le lien dans la description pour que vous l'ayez. En gros, comment ça marche ? Donc j'ai un tableau dans lequel j'attribue des numéros dans 3 catégories. Le genre, l'époque et le sexe du perso principal. En gros, dans chaque catégorie, j'ai numéroté de 1 à 100. Donc, je vais tirer au sort 3 chiffres avec un logiciel générateur de chiffres. Et après, une fois que j'aurai ces 3 chiffres qui vont me donner le genre, l'époque et le sexe du personnage, je vais aller sur un générateur de mots. Et je vais tirer au sort 10 mots que je devrais intégrer à l'histoire que je vais vous écrire et vous raconter. Donc, allez, c'est parti. On lance la machine qui va me donner les 3 chiffres. 28 43 4 Donc 28, ça correspond au genre de la fantaisie. 43, ça veut dire que l'époque, ce sera l'époque contemporaine. Et 4, ça veut dire que mon personnage sera un homme. Et maintenant, voici les mots que j'ai tirés au sort sur mon générateur de mots. Italie, pression, indication, aquatique, bureau, récital, harpon, lécher, lettre, fungus. Bon, après, libre à vous de me croire, mais j'ai vraiment tout tiré au hasard. Mon but, c'est pas de tricher. Au contraire, c'est le défi que l'on se lance. À chaque fois que je placerai un mot de la liste que vous avez entendu, eh bien, vous entendrez ce son. Histoire de vous rappeler que eh bien, c'est un des mots que l'on cherchait à placer. Et voilà, vous allez découvrir la fiction que j'ai écrite, que je vous raconte. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Allô ? Michael Ironwill ? Ouais, lui-même. Fabio Porsard, du bureau de Milan de l'Ordre d'Agrippa. J'ai besoin de vous. Besoin ? À Milan ? Attendez, mais je suis basé à Londres. Vous avez sûrement un agent plus proche pour intervenir en Italie. Un agent avec un éventail de compétences comme le vôtre ? On a besoin de vous le plus rapidement possible. Vous allez recevoir tout ce qu'il faut par mail. Pour le reste, toutes les réservations ont déjà été faites. Même si ce n'était pas grand-chose, quand on a encore les yeux qui collent et la bouche pâteuse, ça fait pas mal d'informations à enregistrer. Alors Michael prit quelques secondes pour passer sa main sur son visage et pour s'asseoir sur le bord de son lit. C'est toujours marrant cette habitude qu'on prend au réveil de faire une pause quelques secondes le regard dans le vide. Comme si d'un coup, l'ordinateur qui nous sert de cerveau allait se mettre en marche à plein régime. Alors qu'en fait l'ordi, il avait plutôt l'air de tourner au diesel et il lui faudrait un moment pour chauffer. C'est tout doucement que Michael se leva et se dirigea vers la salle de bain. Pressé ou pas, c'est bien une douche qui allait lui permettre de vraiment démarrer la machine. En passant devant le miroir, son regard s'attarda une nouvelle fois sur les 3 pentagrammes qui ornaient son corps. Un sur chaque épaule, le 3e entre ses pectoraux, pile sur le plexus solaire. Il avait fait un mal de chien celui-là quand il avait été tatoué. La peau était très fine juste au-dessus de l'os, et puis c'est pas une douleur qu'on a l'habitude de ressentir quand on n'a que 12 ans. La douche prise, Michael attrapa un sac dans un de ses placards. L'un de ces sacs spéciaux, ornés de 2 lettres brodées sur les côtés, M.I. Ses initiales. Et l'un des rares cadeaux que lui avait jamais fait sa mère. On ne lui avait donné aucune indication sur la durée de son séjour, aussi prit-il sur lui de préparer de quoi s'habiller pendant une semaine. Si sa mission durait plus longtemps, ses employeurs prendraient en charge le pressing. Une fois le contenu classique préparé, Michael se dirigea vers le bureau. Pas de temps à perdre, il avait eu le temps de jeter un coup d'œil au mail qui lui avait été envoyé, et la réservation de son vol pour Milan était l'après-midi même. Michael ouvrit la porte de son armoire, puis déplaça le corps de l'armoire monté sur charnière. Derrière se trouvait un coffre. Pas de poignée, pas de code.
Quand Michael posa la main sur la porte en métal, un pentagramme se mit à luire, différent de ceux qu'il avait tatoués sur le corps. Et après quelques secondes de lumière, la porte se déverrouilla et s'ouvrit doucement. Dans le coffre trônaient seulement 2 objets. Un Colt 45 noir, dont le canon était gravé d'inscriptions runiques et parsemé de petits pentagrammes. Et ce qui pouvait ressembler pour le commun des mortels à une grosse dague ou une petite épée. Elle était aussi ornée d'un pentagramme sur le pommeau et rangée dans son fourreau. Elle avait la particularité d'avoir une poignée très grande, permettant de la manier à 2 mains, ce qui semblait incongru pour une si petite lame, mais pas pour Michael qui connaissait sa véritable utilisation. Il s'agissait d'un gladius, un glaive romain, une épée courte d'une longueur d'une 60aine de centimètres, un objet que les Iron Will se passaient de génération en génération depuis bien longtemps. Michael vida le coffre et plaça le gladius et le pistolet dans son sac. Prendre l'avion et passer les contrôles de l'aéroport ? Ça aurait été mission impossible à toute personne qui trimballerait un tel arsenal. Mais quand vous avez un sac enchanté qui cache son contenu à tous ceux qui ne sont pas son propriétaire, cette problématique a peu de chances de ne serait-ce qu'effleurer votre esprit. Vous allez où, monsieur ? L'aéroport, s'il vous plaît. Le chauffeur de taxi avait accueilli Michael avec un sourire, ce qui n'était pas si fréquent, même dans une ville comme Londres où la politesse était encouragée. Michael profita du trajet pour faire un somme, activité qu'il répéta en attendant l'avion à l'aéroport une fois les contrôles effectués, sans souci s'il était besoin de le rappeler, et recommença une nouvelle fois à dormir dans l'avion qui l'emmena sans escale à mi-mât. Le réveil final eut lieu juste avant l'atterrissage. En général, quand vous ouvrez les yeux dans un avion, en ayant dormi avec les genoux qui cognent sur le siège de devant, vous n'êtes pas ce qui se fait de plus réactif. Michael n'étant pas aidé par son 1m90 et ses 110 kg de muscles. Décidément, les réveils la tête dans le fion s'enchaînaient beaucoup trop au goût de Michael aujourd'hui. Mais cette fois-là, les nuages furent vite dissipés par le regard que croisèrent les yeux embrumés de notre colosse. Un avion de chasse dans un avion. La jeune femme qui le regardait d'un air amusé était tout simplement renversante de beauté. 2 émeraudes en guise de mirette, une chevelure rousse-feu, sans oublier un physique ravageur et fort bien pourvu, à peine caché par le pull col roulé moulant qu'elle portait. La nymphe des cieux sourit à Michael, probablement amusée de voir un tel Golgoth, tout engoncé dans son fauteuil, arborer les hagards d'un gamin de 4 ans qui sort de sa sieste. Ce même Golgoth lui rendit la politesse, puis détourna le regard pour, comme à son habitude au réveil, de frotter les yeux. Au moins cet échange de coups d'œil avait légèrement atténué l'énervement de Michael. L'atterrissage eut lieu peu après. Michael récupéra rapidement ses bagages, pas de problème avec son sac encore une fois, et n'eut aucun mal à repérer l'envoyé de l'ordre d'Agrippa qui l'attendait à la sortie du terminal. Allez savoir comment, mais il y a des airs qui ne trompent pas. Fabio, j'imagine. Bonjour monsieur Ironwheel, merci d'avoir fait aussi vite. Honnêtement, pour la vitesse, c'est surtout à l'avion que je viens de prendre qu'il faut dire merci. Moi, j'ai fait que suivre le trajet que vous m'aviez préparé. Léger silence. Ok, c'était pas la meilleure vanne de Michael, mais un petit sourire de politesse lui aurait suffi. Difficile de savoir si le regard que lui jeta son interlocuteur était chargé d'indifférence ou de mépris. Quel accueil! Fabio Porfar avait tous les attraits du cliché de l'italien. Un physique svelte, athlétique même, des yeux marron francs, des cheveux bruns qui avaient probablement été bien coiffés un peu plus tôt dans la journée, et un teint olivâtre typique de la Méditerranée. Probablement une belle gueule en plus de tout ça si son visage n'avait pas semblé si fatigué. C'est Michael qui venait de taper plus de 1000 km de voyage, c'est Fabio qui se traînait les plus grosses valises. Le regard de Michael se décala de la façade fatiguée qui servait de visage à Fabio pour recroiser une façade bien plus avenante, en l'occurrence celle de la sublime rousse de l'avion. C'était comme faire passer son regard d'une masure à un immeuble haussmannien. Celle-ci passa juste à côté des 2 hommes et leur adressa un splendide sourire. Michael tenta de lui rendre l'appareil, mais difficile de rivaliser avec le soleil quand vous n'êtes qu'un lampadaire. Du moins c'est la seule comparaison qui lui vint à l'esprit à ce moment. Et on n'est pas toujours au top, surtout quand on vient de dormir 8 heures en position fétale. Quant à Fabio, sa réaction à la vue de cette magnifique jeune femme fut déconcertante pour le moins. Littéralement, Fabio n'en eut rien à foutre. Il aurait pu tout aussi bien regarder une pierre ou un poisson empalé sur un harpon que ça lui aurait procuré autant d'émotions. Ma voiture est garée juste devant, nous partons immédiatement. Pardon ? Y a pas moyen de passer à l'hôtel avant ? Je vous cache pas que je dirais pas non à une douche. Et puis me poser au bar prendre une pression serait pas mal aussi, parce que les boissons dans l'avion c'était juste infect. Pour requinquer un anglais, rien de mieux qu'une petite mousse, vous savez. Je suis désolé, mais la situation est trop grave pour que nous perdions du temps. Je vous emmène au site concerné tout de suite. C'est un petit village reculé de la côte génoise. Gênes ? Attendez, vous déconnez là. Je viens de me coltiner 8 heures d'avion. Et la Gênes, c'est à quoi ? 2 heures de route, non ? 2 heures de route, c'est ça. Ok, donc vous déconnez pas. Super. Dans son malheur, Michael eut la chance de voir que Fabio conduisait un bon gros SUV, le genre de véhicule dont il était plutôt fan, non pas pour sa motorisation ou son système de suspension, mais juste parce qu'il y trouvait assez de place pour s'asseoir confortablement, et rien que ça,
Ça lui permettrait de faire un meilleur voyage qu'en avion. J'imagine que toutes les infos se trouvent là-dedans. Michael prit le dossier qui se trouvait sur le tableau de bord. Tout ce que nous savons jusqu'à maintenant, répondit Fabio en démarrant la voiture. Donc la créature qu'on recherche est à l'origine de la disparition de 5 de nos agents? Sans oublier les disparitions de civils qui ont attiré notre attention. Un sacré gros cas en l'occurrence. Pas étonnant qu'on soit venu le chercher en Angleterre. Et pourquoi cette balade à Gênes? Nous n'allons pas à Gênes mais juste à côté. Une témoin d'une des apparitions de la créature, une survivante, est prête à nous parler. Nous allons la rencontrer dans un petit village abandonné de la côte. Michael hausse un sourcil. Décidément, c'était un récital de bonnes nouvelles. Taper autant de trajets pour retrouver un témoin dans un village moisi de la côte italienne, pour en plus devoir gérer une créature qui avait déjà bouffé 5 de ses collègues. D'autres indices? Vu la localisation des agressions, on part sur une créature aquatique. Mais nous n'avons pas pu recueillir grand-chose d'autre étant donné ce qui est arrivé à nos enquêteurs. Fabio Porfar n'utilisait pas le terme enquêteur à la légère, puisqu'au sein de l'ordre d'Agrippa, les enquêteurs formaient bel et bien un corps de métier bien spécifique. C'était eux qui menaient les investigations liées à des manifestations magiques. Créatures féeriques, démons, ils agissaient comme les détectives de l'occulte. Et on tirait d'ailleurs une grosse fierté bien souvent. Fierté qui avait d'ailleurs le don d'énerver les autres congrégations de l'ordre. Michael avait souvent dû rentrer dans l'art d'un enquêteur ou deux, habitué à se faire lécher les bottes par tout le monde, et n'écoutant pas forcément ce que les autres avaient à leur dire. Notamment de faire attention. Pour pouvoir démasquer des délinquants féeriques, les enquêteurs étaient bien souvent des médiums, maniant eux aussi la magie. Et si ça les aidait dans leur mission, ça faisait aussi d'eux des cibles de choix pour certaines créatures qui voyaient en eux un mets enchanté tout à fait succulent. Celle pour laquelle on lui avait fait traverser l'Europe appartenait probablement à cette catégorie. Je peux vous emprunter ça? Michael pointait le téléphone de Fabio. Oui, pas de souci, mais évitez d'appeler en Angleterre, mon forfait couvre pas les appels internationaux. Michael vérifia que le téléphone était en Bluetooth et lança une chanson. Son choix se porta sur Someone Like You d'Adèle. En plein milieu du morceau, il le coupa pour balancer Love Don't Let Me Go de David Guetta. Une transition qui aurait saoulé le mélomane le plus basique. Après avoir laissé David finir son morceau jusqu'au bout, Michael porta son choix sur Alléluia, chanté par Jeff Buckley. Alors que la douceur de la voix et toute la mélancolie de la chanson commençaient à imprégner son esprit, Michael lança en plein milieu Chihuahua de DJ Bobo. Nouvelle transition à faire pleurer les oreilles. Il recommença l'opération plusieurs fois durant le trajet, et jamais Fabio ne l'en empêcha. L'Italien restait de marbre, concentré sur la route pour les amener à destination. Il leur fallut encore 1 heure pour atteindre Santo Raimundo, une vieille bourgade abandonnée située à une trentaine de kilomètres de la ville de Gênes. Fabio gara son pick-up à l'entrée de la commune. À peine le moteur éteint que l'Italien se précipita dehors et commença à marcher d'un pas vif vers le centre du village. Wow, wow, wow! Que ce soit par son ton ou l'intensité qu'il avait mise dans cette exclamation, l'agacement se sentait clairement dans la voix de Michael. Permettez 2 secondes? Fabio lui octroyant une réaction assez équivalente au moment où il avait massacré les plus grandes chansons du répertoire pop en guise de réponse, c'est-à-dire pas grand-chose. Michael ouvrit son sac et en sortit son Gladius et son vieux Colt. Il fit glisser sa ceinture de manière à ce que le fourreau de l'épée et donc l'épée elle-même pendent à sa hanche gauche, permettant de dégainer de la main droite, et glissa le Colt dans son jean à l'ancienne, sans holster dans son dos, de manière à pouvoir le saisir cette fois de la main gauche. Miracle! Michael crut voir le sourcil de Fabio vibrer. Nous allons voir notre témoin, je vous rappelle. Ouais, c'est juste ma procédure habituelle dans ce genre de cas. D'autant plus qu'une créature aquatique rôdait et qu'ils étaient justement sur la côte. Mieux valait prendre ses précautions. Fabio grommela quelque chose d'incompréhensible et reprit sa marche vers le centre du bourg. Michael crut entendre vaguement enquêteur et me fatigue au milieu de tous ces borborigmes. Mais n'eut pas le temps de corriger son interlocuteur avant de tenter de le rattraper. Au bout de quelques minutes de marche, une silhouette se dessina devant eux. La jeune fille attendait au centre de ce qui était probablement la place du village quand les maisons tenaient encore debout. Michael s'arrêta à quelques mètres, mais Fabio continua d'avancer. La jeune fille regardait le bel Italien s'approcher d'elle. Au fur et à mesure que l'homme marchait, son regard semblait gagner en intensité, sa posture se redressait, il semblait se ranimer à chaque nouveau pas. Ce changement avait lieu à chaque fois qu'ils se retrouvaient, et de voir que l'effet était toujours le même fit plaisir à la jeune femme. Même si le colosse qui était arrivé gardait ses distances, il était clair que lui aussi avait noté le changement d'attitude de Fabio. Bah, peu importait maintenant. Comment allez-vous? Fabio n'avait pas parlé d'une voix puissante, mais la passion transparaissait dans cette simple phrase. La jeune femme se pencha vers lui, approcha sa main de l'homme. Tout va pour le mieux, mais vous avez encore été d'une grande... Le hurlement qu'elle poussa déchira le silence ambiant.
Fabio fut emporté en une seconde et sorti de son champ de vision dans ce qui semblait être une bourrasque de vent d'une puissance stupéfiante. La main de la jeune fille s'était suffisamment approchée pour être prise dans le souffle, et quand elle la ramena devant son visage, une phalange manquait à son index. Un regard plein de fureur se tourna vers le colosse, juste à temps pour le voir rengainer sa petite épée. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous venez de me blesser, je sais pas comment, vous en prenez souvent aux gens comme ça sans prévenir? Michael se mit à rire. Tu peux arrêter les mythos, s'il te plaît? Il était souriant, mais quelque chose dans son ton transpirait la menace. La jeune fille ne put cacher son incrédulité. Quoi, sérieusement? Je veux bien que t'arrives à berner un jeune membre de notre congrégation, mais franchement, je te refais le topo. Me faire venir dans un coin paumé comme ça, pour soi-disant rencontrer un témoin clé, témoin qui me permettrait d'attraper la créature possiblement aquatique qui tue des agents de chez nous par brouette. C'est quand même étrange que ce fameux témoin clé se cache dans un endroit qui serait incroyablement propice à voir la dite créature débarquer. Michael souffla de lassitude. Il avait profité de sa tirade pour saisir le pistolet rangé dans son dos. Ça avait beau être une arme, il aurait pu difficilement la tenir de manière plus désinvolte. Franchement, si tous les monstres que je me coltine étaient aussi bas du front que toi, je gagnerais du temps dans mes enquêtes. Michael se racla la gorge. Alors, t'es quoi? Laisse-moi deviner. Créature aquatique, qui arrive à manipuler un être humain, qui semble d'ailleurs avoir une telle emprise que la dite personne n'est pas capable de ressentir quoi que ce soit en dehors de sa présence. La jeune femme ne bougeait plus un muscle, mais son apparente immobilité ne cachait pas l'état de tension dans lequel elle était. Entre l'avion de chasse qu'on a rencontré à l'aéroport et mon massacre méthodique des plus grandes chansons de la musique pendant 2 heures sans Claude Teubé lève un sourcil, pas besoin d'avoir roulé sa bosse très longtemps pour capter que t'es une sirène. Michael continua. Y a quand même un truc qui colle pas. En général, les sirènes, elles sont plutôt du genre à vivre dans leur coin, tu vois, pas vraiment fans de la chair humaine. Toi, t'as dû faire 1 ou 2 conneries, et tu t'es retrouvé quoi? Exclu? Ah non, mieux, je crois que j'ai trouvé maudite. T'es maudite, c'est ça? Le hurlement que poussa la jeune femme fut une nouvelle fois déchirant. Un halo de lumière entoura la créature, éblouissant Michael. Quand ses yeux se réhabituèrent, le corps auquel il faisait face était bien différent de ce qu'il avait précédé. La créature avait bien un corps mi-femme, mi-poisson, même si sa queue de sirène tenait plus du corps de murène que de l'image d'Épinal avec les écailles et tout le toutime. Cette queue d'ailleurs semblait émaillée d'excroissances étrangères, dont un énorme fungus au bout de celle-ci. Son buste était bien celui d'une femme, fort bien pourvu s'il fallait le signaler. Son visage débordant de haine était surmonté d'une chevelure composée d'anguilles, des putains d'anguilles. Et vu les vagues blanches et bleutées qui les parcouraient, probablement des anguilles électriques. J'ai aimé une fois. La voix était dure, pleine de souffle, et encore une fois, pleine de haine. Et alors que je donne tout pour cet amour, mon clan m'a rejeté, m'a maudit pour l'éternité. Pour un humain comme toi, Hop, pardon, mais je crois qu'il y a méprise là. Vous voulez savoir ce que ça fait quand on rajoute un peu de surprise à un grand bol de haine? Bien, ça donne exactement le visage de cette créature à ce moment-là. C'est juste, pardon de t'avoir coupé, hein, mais qu'est-ce qui t'a fait croire que je m'en bats pas les couilles de ton histoire? Fini la surprise, là il y avait plus que de la haine. Pour qui tu te prends, sale merde humaine? T'es qu'un petit enquêteur inutile, un cafard immonde. Je vais prendre du plaisir à dévorer ton foie, à mâchouiller tes intestins. Et je prendrai mon temps pour me lécher les doigts quand ils dégoulineront de ton sang. Tu gémiras pendant longtemps alors que je te dévorerai vivant. Alors qu'ils ondulaient tranquillement jusque-là, les cheveux anguilles de la sirène se figèrent et une dizaine d'entre eux tombèrent au sol. Mais cet atterrissage ne les empêcha pas de rester bien vivantes. Les anguilles ne tardèrent pas à avancer de quelques mètres. À chaque centimètre parcouru, elles grossissaient jusqu'à atteindre une taille proche d'un bon gros chien. La sirène susurra. Abîmez-le juste assez, je veux le déguster le plus possible. À peine la phrase fut terminée que les anguilles s'élancèrent à une vitesse supersonique. Mais leur course fut brève. Chacune d'entre elles fut cueillie en pleine accélération par une explosion. La sirène se protégea le visage. Les impacts étaient puissants et éblouissants. Quand elle baissa les bras une fois la fumée dissipée, elle fut assez stupéfaite de la scène qui se présentait devant elle. Toutes ces anguilles gigotaient nerveusement par terre, alors que la tête manquait à chacune d'elles. On aurait dit qu'un missile à courte portée avait frappé l'ensemble des anguilles. Son regard se tourna vers l'humain insolent qu'elle attendait impatiemment de manger. Il avait son pistolet à la main, mais celui-ci était différent de ce qu'elle avait vu tout à l'heure. Alors qu'on apercevait effectivement le vieux Colt 45, tout autour de cette arme et du bras de Michael, une autre arme se dessinait transparente. La forme éthérée remontait jusqu'à son épaule, comme une sorte d'armure fantôme. Elle semblait épouser les formes d'un bras musclé bien plus imposant que celui du colosse, qui pourtant était déjà plutôt balèze. L'arme se terminait par un canon imposant. Et si la transparence globale de l'ensemble lui donnait un aspect spectral, le projectile qu'elle avait tiré avait eu des impacts bien réels. Michael mit la sirène en joue et tira 3 fois de plus. La créature encaissa 2 coups de plein fouet, l'un dans son ventre, l'autre dans l'épaule. Elle vacilla sous la puissance des 2 impacts. Le 3e tir frappa le sol juste devant elle, soulevant un nuage de fumée. La créature chercha à se reprendre, juste le temps de retrouver son souffle. Elle allait attraper cet insecte et lui faire subir au centuple ce qu'il lui avait fait subir lui. Elle allait... Le nuage de fumée se fendit en 2 à cet instant et le temps se figea. Michael tenait son épée dans la main droite, mais prêt à frapper de revers.
comme pour le pistolet juste avant, son bras droit portait aussi une armure éthérée mais différente de la première, plus tranchante. Là aussi, l'épée réelle était entourée d'un alter ego spectral, bien plus longue cette fois, et légèrement plus large. Au niveau des bras et des cuisses de Michael, des halos lumineux irradiaient. La sirène se figea. Comment est-ce qu'un enquêteur sait se battre comme ça? Le bras de Michael décrivait un arc de cercle. Le coup de la sirène était sur la trajectoire de la lame. Iron Will atterrit en même temps que la tête de la sirène tomba sur le sol. Il est peu probable qu'un enquêteur sache se battre comme ça, tu sais. En même temps, j'ai jamais dit que j'étais qu'un enquêteur. Des pierres roulèrent sur la gauche de Michael et il se retourna prêt à frapper. Fabio émergea des décombres, l'air hagard, et rejoignit Michael d'un pas mal assuré. Monsieur Iron Will? Alors Fabio, j'ai l'impression que vous avez retrouvé vos esprits. Normalement, quand on sort de l'envoûtement d'une sirène, les souvenirs ne s'effacent pas, donc j'ai pas besoin de vous refaire toute l'histoire. À part présenter mes excuses, je sais pas vraiment quoi faire. Bon, je ne peux pas décider pour l'ordre de ce que seront les conséquences de cette affaire, d'autant que 5 collègues ont fini en sandwich. Mais si ça peut vous rassurer, j'ai vu des gens responsables de choses bien pires à qui on a laissé la possibilité de se racheter. Honnêtement, c'est tout sauf rassurant. Bon, c'est pas tout ça, mon cher Fabio, mais si vous pouviez me ramener dans un endroit où je peux me poser, ce serait pas de refus. L'ordre a un bureau pas loin d'ici. Michael haussa un sourcil. Vraiment pas loin. Et en mode confortable, pour se reposer, vous y trouverez de quoi vous détendre. Ah, super ça, mon Fabio. Voilà enfin une perspective d'enchantement qui arrive pour ce séjour qui, pour l'instant, je te le cache pas, laisse un peu à désirer en termes d'accueil et de repos. Michael commença à se diriger vers son véhicule. Monsieur Iron Will? Oui? Comment je suis encore en vie? J'ai été frappé de plein fouet. Comment t'expliquer ça simplement? En utilisant mon épée, je peux générer des espèces d'ondes de choc, comme si t'étais frappé par un mur d'air. Je fais un genre de swing de golf très puissant pour résumer. Ça tue pas l'adversaire, mais ça le maintient à distance. Ou dans ton cas, ça le balance bien loin et ça le met KO. Moi, je voulais pas te tuer. Mais pourquoi? Vous aviez probablement tout deviné à ce moment-là, vous auriez pu m'abattre. C'est vrai, personne n'y aurait rien dit. Mais tu vois, on est dans un coin paumé, à 30 bornes de toute civilisation, et tu vas trouver ça drôle, hein. Mais je sais pas conduire, donc si je peux m'éviter un trail forcé... Allez, on y va mon Fabio, je tuerai pour une bière. Hein. Michael se tourna vers le corps sans vie de la sirène. Bah techniquement c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Le colosse se remit en marche dans un éclat de rire. Fabio resta immobile quelques instants. En intégrant l'ordre d'Agrippa, il se doutait qu'il frôlerait la mort, que le danger serait souvent présent. Mais jamais il n'avait pensé que ce qu'il sauverait un jour, ce serait d'avoir le permis de conduire. Voilà, c'était le premier défi histoire, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de l'interpréter du mieux possible, de l'écrire du mieux possible aussi. C'était une première, donc soyez pas trop méchants avec moi hein, s'il y a des retours à faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura diverti. Vous pouvez venir voir sur mon TikTok Le Canari Vert l'illustration que j'ai réalisée de cette histoire, histoire de vous partager ma vision du truc. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de la BD COP. Et en attendant, je vous dis ciao.